Le mirage d'un statut international pour Jérusalem, c'est en fait le titre d'une étude écrite par notre invité de cette semaine, Michel Gurfinkiel, pour cette nouvelle édition de notre magazine hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient. Une recherche publiée voilà quelques semaines, mais qui tombe à pic en ces jours-ci, avec l'arrivée à Jérusalem d'une cinquantaine de délégations étrangères de haut rang pour le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau et la tenue d'un grand séminaire à l'Institut Yad Vashem sur la mémoire de la Shoah et les moyens de lutter contre l'antisémitisme contemporain. À pic aussi, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le nouvel incident provoqué dans la vieille ville de Jérusalem à l'entrée du domaine français de l'église Sainte-Anne par le président Emmanuel Macron, qu'on va regarder quelques secondes. We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke. Nobody, okay? We keep calm. We had a wonderful work. You did a great job in the city. I do appreciate, guys. Please respect the rules as they are for centuries. They will not. Voilà cet incident qui a couru sur toutes les antennes. Michel Gurfinkiel, vous êtes expert en affaires géopolitiques du Moyen-Orient. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages d'analyse historique et géopolitique, entre autres évidemment sur Israël. Vous êtes aussi rédacteur en chef émérite de Valeurs Actuelles, un journal que vous avez dirigé pendant de longues années à Paris. Et vous êtes chercheur et membre d'un think tank américain qui s'appelle The Middle East Forum. Et je rappelle, vous êtes aussi auteur de cette étude de fond intitulée « Le mirage d'une Jérusalem internationale ». Alors, comment expliquez-vous le nouvel incident, pas seulement sécuritaire, mais aussi diplomatique, a priori, provoqué au même endroit, 24 ans après l'incident Chirac, apparemment pour les mêmes causes, par le président français Emmanuel Macron. Peut-être on peut avancer que l'idée, c'est qu'il a voulu rejeter la présence de forces de sécurité israéliennes dans le domaine français depuis des siècles de l'église Sainte-Anne. Mais quelle est votre explication ? Mon explication est très simple. Je pense que cet incident est une sorte de petite crise orchestrée d'ailleurs en suivant de très près le modèle de l'incident Chirac, mais le véritable but de cet incident, c'était de rendre acceptable la suite. Et la suite, c'est que le président Macron s'est rendu sur les lieux saints du mont du Temple, comme disaient généralement les médias français, l'esplanade des mosquées, mais surtout s'est rendu auprès du mur occidental. Et il est resté, en fait, assez longtemps auprès du mur occidental. Alors, pour comprendre ce que cela signifie, dans la doctrine officielle de la diplomatie française, dans la doctrine officielle du Quai d'Orsay, la vieille ville fait partie de ce qu'on appelle Jérusalem-Est. La doctrine officielle française considère que Jérusalem-Est fait partie de la Palestine, des territoires palestiniens, ou fait partie, c'est une autre interprétation possible, d'une sorte de corpus international, mais en tout cas n'appartient pas à Israël et qu'Israël n'y exerce aucune autre autorité que l'occupation militaire. Jusqu'à présent, les autorités françaises qui pouvaient se trouver en Israël, qui pouvaient se trouver au Moyen-Orient, ne se rendaient jamais à Jérusalem-Est, ne se rendaient jamais au mur des Lamentations. Il est arrivé que des hommes politiques français se rendent au mur occidental avant d'être au gouvernement, avant d'être élu président de la République, mais une fois qu'ils incarnaient en quelque sorte la France officielle, ils n'y allaient pas. Là, le fait le plus important, c'est que le président Macron s'est rendu au mur occidental, qu'il y a passé beaucoup de temps. Il a donc rompu de facto avec la doctrine du Quai d'Orsay. Il s'est rapproché d'une reconnaissance de la réalité
sur le terrain, d'une reconnaissance des droits du peuple juif sur l'ensemble du site de Jérusalem, et plus particulièrement du site du Temple. C'est un geste politique considérable, et je pense que pour pouvoir procéder à ce geste, le président a jugé bon, ce qui n'était peut-être pas le meilleur choix à faire en la circonstance, mais il a jugé bon symboliquement de faire un rappel de l'incident Chirac. Pour vous, Michel Gerfinkel, c'est pas quelque chose de spontané. On aurait pu penser que c'est une réaction épidermique, tricolore, qui voulait réaffirmer que Jérusalem appartient à tous et d'une certaine manière, dans les domaines français, bien aussi à la France. C'est pas ça. C'est un incident pour vous prémédité. Alors, il est certain que la France est très chatouilleuse sur ses droits à Jérusalem. Il y a 4 lieux à Jérusalem qui sont censés être sous la souveraineté française. De mémoire, il y a cette fameuse église Sainte-Anne, il y a le monastère d'Abou Ghosh, il y a une autre église dont j'ai un petit peu oublié le nom, et il y a le fameux tombeau des rois. Ce sont 4 territoires qu'il est convenu de considérer comme des territoires sous souveraineté française. On peut dire que, de manière strictement technique, en effet, c'est français, et en effet, le président français, les autorités françaises, seraient en droit de refuser une présence sécuritaire israélienne. Mais dans le cas de Chirac, comme dans le cas de Macron, il est certain qu'on a voulu l'incident. Sauf que dans le cas de Chirac, l'incident était destiné en réalité à se distancier d'Israël au moment même où on y effectuait une visite officielle, tandis que dans le cas de Macron, je m'en tiens aux événements tels qu'ils se sont déroulés, l'incident visiblement avait pour but, au contraire, de préparer le rapprochement qui est intervenu avec le long passage dans la forêt de Roglite, et ensuite effectivement la visite. Mais alors vous pensez que il semblerait même, en fonction de cette explication, que quant aux domaines respectifs de chaque État, de chaque grand pays à Jérusalem, les propriétés privées de chaque État, il semble que la diplomatie russe soit à la fois plus discrète et en tout cas bien plus efficace pour préserver ses droits. Parce que là, c'est un incident public tout de même. Je répète que l'incident public est voulu par rapport à une certaine partie de l'opinion publique. Et je vais faire une comparaison que je fais en tout bien, tout honneur par rapport aux deux protagonistes de ces scènes dans les rues de la vieille ville. Par rapport aux protagonistes des épisodes que je vais relater maintenant, vous vous rappelez certainement du discours de Sadat à la Knesset. Et il y avait un détail qui a interloqué tout le monde, c'est que Sadat fait un discours extraordinaire, un discours qui fonde une paix qui tient toujours entre Israël et l'Égypte, et qui est quand même en quelque sorte la mère des paix ou des esquisses de paix entre Israël et un certain nombre de pays arabes. Mais pendant ce discours, il porte une cravate dont le motif, ce sont des croix gammées. Et évidemment, il a prétendu par la suite que son majordome, son valet, lui avait présenté plusieurs cravates, qu'il avait choisi au hasard celle-là. La réalité était que Sadat avait voulu probablement envoyer un message pour dire ne croyez pas que je vous ai tout à fait trahi, je n'oublie pas, là je fais de la diplomatie, laissez-moi faire. On peut penser que c'est ça qu'il voulait faire. Je dis ça avec beaucoup de respect pour la mémoire de Sadat. Je pense qu'il y avait une ruse de ce genre, mais je dis ça avec beaucoup de respect pour la mémoire de Sadat parce que j'ai entendu de diplomates israéliens qui étaient
en poste en Égypte, et en particulier de l'ambassadeur Tzvi Mazel, la réflexion suivante, c'est que sous Sadat, il y a eu réellement un effort d'éducation de la paix en Égypte qui a été mené par le gouvernement égyptien, ce qui malheureusement n'a plus exactement été le cas pendant l'époque Moubarak. Donc je dis ça avec beaucoup de respect pour la mémoire de Sadat, et je me permets de faire une comparaison. Le président Macron sait qu'il a un Quai d'Orsay qui est très hostile à ce qu'il va faire en se rendant au mur. Il sait qu'il y a une partie de l'opinion française qui est agitée par divers délires antisionistes et antisémites. Il fait quelque chose qui est spectaculaire, qui va être beaucoup répercuté, où il fait mine, et non seulement il fait mine, mais il agit réellement dans le sens de défendre un intérêt de la France, une légitimité de la France sur une enclave à Jérusalem. Ceci est de bonne guerre. Il y a simplement, je reviens là-dessus, une différence fondamentale entre le sens que cet incident avait sous Chirac et le sens que cet incident a aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Alors, pour entrer dans le vif du sujet qui nous préoccupe dans cette édition de notre magazine aujourd'hui, les velléités affirmées de nombreux pays et d'une bonne partie de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la communauté internationale, de doter la ville de Jérusalem, qui est maintenant passée sous souveraineté israélienne, à la fois dans le sillage de la guerre des 6 jours et de la loi de 1980 sur la réunification de Jérusalem, de doter donc cette ville d'un statut international, comme une des volontés de la France, du Saint-Siège, de l'ONU, qui le préconise depuis 1948. Alors, est-ce que ces velléités sont-elles toujours actuelles, selon vous ? C'est une affaire assez extraordinaire. C'est un des cas dans, je dirais, l'histoire diplomatique mondiale où quelque chose qui n'a plus aucune réalité continue à être évoqué rituellement, et par son évocation même continue à avoir une incidence sur les politiques réelles. Il y a eu d'autres cas de ce genre dans l'histoire politique et diplomatique de l'Europe, du monde, etc. Mais dans le cas, je crois vraiment que là, on est devant un des cas les plus flagrants et les plus scandaleux ou comiques, selon la manière de le considérer. Alors, si vous voulez, moi je crois qu'il faut revenir tout simplement au départ. Au départ, quel est le statut juridique de l'ensemble de la terre d'Israël ? L'ensemble de la terre d'Israël est érigé en foyer national juif au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il est érigé en foyer national juif, c'est-à-dire en entité politique spécifique, destiné, puisque c'est un territoire dit mandataire, destiné un jour à accéder à la souveraineté politique. Et ce territoire est explicitement désigné comme un territoire où le peuple juif aura son foyer national et où l'immigration juive sera encouragée par tous les moyens par la puissance qui administrera ce territoire. Il se trouvera que ce sera la Grande-Bretagne. Ça, c'est la base indiscutable, et cette base indiscutable, elle n'est pas plus discutable que la création de pays comme la Syrie, l'Irak ou le Liban au même moment, que la division du monde colonial en un certain nombre d'entités qui plus tard deviendront des États indépendants en respectant les frontières ainsi définies, ou bien encore que la création de nouveaux États en Europe qui existent toujours. L'Autriche actuelle, la Hongrie actuelle, la Roumanie actuelle, la Pologne actuelle, tout cela a été créé exactement dans les mêmes circonstances. Il y a cependant
à la fin des années 40, il y a un conflit très net entre la communauté juive de Palestine qui réclame, notamment au lendemain de la Shoah, l'exécution du mandat, c'est-à-dire la possibilité pour les Juifs d'y immigrer, la possibilité pour ce territoire de Palestine de devenir réellement le foyer national indépendant du peuple juif, et d'autre part, une opinion arabe qui refuse ces dispositions. Dans ce contexte très difficile, il y a des négociations qui vont un petit peu dans tous les sens. Pour les dirigeants juifs, c'est-à-dire les dirigeants de l'organisation sioniste, les dirigeants représentatifs du judaïsme de la communauté juive de Palestine, ce qu'on appelle le Yishuv, pour les dirigeants juifs, ce qui est le plus important, c'est d'obtenir la reconnaissance d'un État juif indépendant. C'est le plus important. Et pour obtenir cette reconnaissance, il faudra passer par deux choses, par la renonciation par les Britanniques de leur droit à administrer la Palestine, et ensuite une résolution à l'ONU pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant de ce territoire que les Britanniques ne vont plus administrer. Il faut donc réunir une majorité. Et à l'ONU de cette époque, il y a une majorité de pays chrétiens. Et il y a une majorité de pays, sinon une majorité absolue, il y a une majorité relative de pays catholiques. Les pays d'Amérique latine, les pays européens catholiques. Et tous ces pays chrétiens au sens large, ou catholiques au sens étroit, ils se préoccupent du sort des chrétiens de Palestine, des chrétiens du Moyen-Orient et du sort des lieux saints de Terre Sainte. Et peu à peu, il y a une négociation qui va durer plusieurs années. On marche sur des œufs, là. On marche sur des œufs, mais finalement, on tombe d'accord sur l'idée suivante. L'idée est la suivante, notamment le Saint-Siège. Le Saint-Siège fait savoir qu'il n'est pas hostile, contrairement à ce que beaucoup de gens ont affirmé par la suite. Le Saint-Siège fait savoir clairement, vers 1946-47, il fait savoir clairement qu'il n'est pas hostile à la création d'un État juif en Terre Sainte. Mais ce qu'il demande en échange, c'est un statut spécial pour Jérusalem et pour les lieux saints. De fil en aiguille, on en arrive au fameux plan de partage de 1947. Le point stratégiquement important pour les Juifs, c'est que l'État juif est de manière définitive mis sur les rails. Et la concession que font les Juifs, c'est d'accepter la création pour une durée de 10 ans. Ensuite, il peut y avoir négociation, référendum, etc. Pour une durée de 10 ans, d'un corpus separatum, c'est-à-dire d'une zone à statut spécial, en fait, qui ne porte pas seulement sur Jérusalem, mais qui est étendue en réalité au maximum de villages arabes chrétiens autour de Jérusalem. Le bassin de Jérusalem. Voilà, c'est le bassin de Jérusalem. Alors, ces dispositions sont acceptées, elles font partie du fameux plan de partage de 47. Qui est devenu la résolution... Non. Alors, c'est ce qui se passe. Oui, la résolution du 29 novembre, bien sûr. Ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'en droit international, lorsque vous... D'abord, ce genre de résolution, c'est une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, en fait, ce n'est qu'une proposition. Une recommandation. C'est une recommandation. Et deuxièmement, il y a un principe fondamental, c'est que un accord de ce genre n'a de valeur que s'il commence à recevoir une exécution. Exactement comme dans le droit privé, un achat n'est rendu effectif que lorsqu'il y a transfert réel de fonds et prise de possession voilà, des lieux. Tout à fait, voilà. Donc, c'est exactement la même chose. Or, ce qui va se passer, c'est que les pays arabes ont voté contre ce plan
Et on fait savoir qu'ils ne le respecteraient pas. Et quand l'État d'Israël est proclamé le 14 mai 1948, ils se mettent immédiatement en guerre contre l'État d'Israël. Ils envahissent la Palestine et une partie du territoire alloué à l'État d'Israël. Donc ensuite, il y a un cessez-le-feu, qui n'est qu'un cessez-le-feu, qui n'est pas encore un traité de paix. Mais ce cessez-le-feu modifie complètement la donne, notamment à Jérusalem, où il efface l'enclave internationale, la zone internationale, et la remplace par 2 secteurs d'occupation militaire. L'un israélien et l'autre jordanien. Alors, on arrive à une nouvelle situation de fait qui va durer jusqu'à la guerre de 67, qui, en 67, est rendue obsolète par le résultat des combats, et qui est effacé par un nouveau cessez-le-feu, en vertu duquel les Israéliens ont désormais le contrôle non seulement de la Cisjordanie, mais aussi et surtout de Jérusalem. Ce qui s'est passé cependant, c'est que donc le fameux statut international, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, donc qui n'existe pas, et même le deuxième statut, c'est-à-dire le statut de 2 zones, la zone Est et la zone Ouest, qui a été aboli par le cessez-le-feu de 1967, ces deux, en quelque sorte, ces 2 aménagements territoriaux, l'un mort-né, l'autre rendu caduc par les événements et par de nouveaux actes de droit international, vont avoir une espèce de vie posthume. Alors commençons, si vous voulez, par le premier, c'est-à-dire l'enclave internationale. Il s'est trouvé que quelques mois après la signature du cessez-le-feu de 1949, un certain nombre de pays à l'ONU, essentiellement à la demande du Saint-Siège, passent une résolution qui fait comme si l'internationalisation de Jérusalem était toujours en vigueur, alors que absolument rien en droit international ne légitime une telle interprétation. Et de fait, beaucoup de pays, tels que par exemple les États-Unis, s'opposent à cette résolution. Mais cette résolution passe à une légère majorité des pays qui composent à l'époque l'Assemblée générale des Nations unies. L'ironie de l'affaire, c'est que cette résolution, à ce moment précis, n'est pas réellement dirigée contre Israël. À ce moment précis, elle est plutôt dirigée contre la Jordanie, parce que très vite, le monde chrétien, et le Saint-Siège en particulier, se sont inquiétés d'une islamisation brutale de Jérusalem-Est, où se trouve la plus grande partie de la population chrétienne et la plus grande partie des lieux saints chrétiens de Jérusalem. Mais cette résolution, qui n'a aucun sens juridiquement, va être régulièrement réévoquée. Et aujourd'hui encore, lorsque un certain nombre d'interprètes, de diplomates ou d'interprètes du droit international vont parler des résolutions des Nations Unies sur Jérusalem, ils ne se rendent pas compte que celles-ci sont fondées finalement sur une résolution qui n'a aucun sens. Quant au deuxième point, c'est-à-dire la fameuse division entre Est et Ouest. Premièrement, beaucoup de chancellerie, beaucoup de diplomatie, notamment la diplomatie française, mais c'était aussi le cas jusqu'à une époque récente de la diplomatie américaine, ont vraiment voulu avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'ont prétendu à la fois qu'il y avait toujours un corpus separatum à Jérusalem, une sorte d'internationalisation en droit international de Jérusalem, mais en même temps, ils ont prétendu qu'il y avait un Jérusalem-Ouest et un Jérusalem-Est séparés par ce que nous appelons la ligne verte, mais qui aurait été une frontière internationale. Donc, il y a des positions contradictoires qui ont été maintenues en même temps, souvent par le même pays, et c'est un des grands scandales
disons, du débat diplomatique autour d'Israël, de Jérusalem et des territoires conquis par Israël en 1967 que cette confusion. Alors, ce qui est intéressant, l'un des points, parce que votre étude est globalement intéressante, mais l'un des points, notamment au début, qui est assez surprenant et intéressant, c'est que d'abord vous posez la question à qui appartient-il donc de définir le statut global de Jérusalem. Vous posez vous-même la question, est-ce Israël, les Palestiniens, l'ONU, les deux ou les trois à la fois, ou la communauté internationale? Bref, vous posez cette question et dans votre analyse, au fur et à mesure, vous y répondez, puisque vous réfutez justement la possibilité que ce soit la loi internationale, ou plutôt le droit international, qui ait son mot à dire en la matière. Alors expliquez-nous comment vous en êtes arrivé là. Nous allons faire ici 2 remarques. La première, c'est que je ne dis pas tout à fait que le droit international n'a pas à être pris en compte sur ces problèmes. Je dis simplement que le droit international, doit tenir compte. Ce n'est pas l'agrégat des résolutions souvent contradictoires, souvent de nature et de qualité différentes, qui ont pu être votées à l'ONU. Je dis, de manière absolument formelle, j'ai consulté un très grand nombre d'autorités juridiques internationales sur cette question. Il n'y a pas de doute sur le fait que le droit international, ce n'est pas la somme des résolutions souvent contradictoires que soit l'Assemblée générale, soit le Conseil de sécurité peuvent être amenés à prendre. Ce n'est pas ça le droit international. Maintenant, le droit international, dans la mesure où il existe, c'est quelque chose on va dire, c'est quelque chose de subtil, de complexe, qui doit être manié avec énormément, disons, de prudence et d'intelligence, et que si le droit international était appliqué avec rigueur dans le cas de Jérusalem et dans le cas des territoires qui sont israéliens depuis 1967, eh bien, dans ce cadre-là, je pense que le dossier en faveur d'Israël serait extrêmement solide. Oui, alors ce qui est intéressant aussi, il y a un peu plus loin dans votre étude, vous développez un autre aspect de ce problème sous le sous-titre que je cite, « La dernière vie d'une Jérusalem internationale ». C'est traduit de l'anglais. Alors, à la question que vous posez vous-même dans cette partie-là, pourquoi tant d'États négligent-ils à ce point les droits d'Israël sur cette cité, pourtant le cœur du peuple juif, au niveau historique, au niveau religieux et culturel même? Alors, vous répondez par une métaphore, dont je vais me permettre de citer les quelques lignes, qui est fort intéressante. Vous décrivez là la perdurance d'une vision qui ne correspond plus à la réalité. Vous faites la comparaison, la métaphore avec les isotopes. Vous dites de la même manière que les isotopes ont besoin d'un certain temps pour que leur radioactivité chute à la moitié de leur force, eh bien, vous faites la comparaison, vous dites qu'il a fallu plusieurs décennies pour que certains faits politiques ou des compréhensions de terrain aient le même destin, c'est-à-dire qu'on s'aperçoive qu'ils sont en décalage, c'est ce qu'on disait à l'instant, par rapport aux réalités. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, dans le cas vraiment d'Israël, je ne connais pas de cas où cette espèce de seconde vie des isotopes est plus poussée. La réalité, c'est que entre ce qui est censé être le droit international à Jérusalem et la réalité même au regard de la pratique habituelle du droit, il y a un écart absolument prodigieux que l'on ne retrouve pas ailleurs. Regardez, je vous donne un exemple très simple. Un très grand nombre de pays, la majorité des pays dans le monde, obéissant
à des déclarations des Nations Unies qui, en elles-mêmes, n'ont pas une très grande valeur, déclarent donc que Jérusalem ne peut pas être la capitale de l'État d'Israël. Ces mêmes pays, lorsqu'ils envoient un ambassadeur en Israël, l'envoie à Jérusalem présenter ses lettres de créance auprès du président de l'État. Ces mêmes pays, lorsque leur chef d'État ou de gouvernement se rend en Israël, eh bien, effectivement, va se trouver... il va aller à Jérusalem pour rencontrer le gouvernement israélien, pour parler à la Knesset. Il n'y a pas que Sadat qui est parlé à la Knesset. Rappelez-vous, le président Mitterrand, en son temps, a parlé à la Knesset lui aussi. Il y a eu des présidents américains qui ont parlé à la Knesset. Alors même qu'ils prétendent ne pas reconnaître Jérusalem comme une capitale. Or, il y a un principe, et quand je dis un principe, il faut bien comprendre ce que c'est qu'un principe en droit international. Un principe en droit international, c'est un usage qui est accepté par tout le monde parce que c'est ce genre d'usage qui permet des relations entre des pays, par ailleurs, souverains. Eh bien, il y a un principe qui est le suivant: une reconnaissance de facto vaut une reconnaissance de juré. À partir du moment où de facto vous acceptez le fait que le gouvernement d'un pays se trouve à tel endroit, vous pouvez exprimer un certain nombre de réserves, mais enfin, pratiquement, vous faites comme si vous acceptez le fait que le gouvernement se trouve là. Je rappelle à ce sujet un précédent quand même qui a été assez important, qui a duré un temps assez long. Il y a eu un moment où Berlin était divisé entre 4 secteurs d'occupation: le secteur soviétique, le secteur américain, le secteur britannique et le secteur français. Pendant cette période-là, les 3 secteurs occidentaux étaient réunis sous le nom de Berlin-Ouest et rattachés à la République fédérale d'Allemagne. Au même moment, Berlin-Est était rattaché à la zone, à la République démocratique allemande, c'est-à-dire au régime communiste d'Allemagne de l'Est. En théorie, de juré, Berlin-Est ne pouvait pas être la capitale de l'Allemagne de l'Est parce que, effectivement, il y avait toujours, en théorie, un régime d'occupation à Berlin, quadripartite. Dans la réalité, la République démocratique allemande avait proclamé Berlin-Est comme sa capitale, et tous les pays du monde qui reconnaissaient la République démocratique allemande acceptaient que leur service diplomatique soit à Berlin-Est. Donc, c'était un cas classique où une reconnaissance de facto, distincte peut-être de la reconnaissance de juré, en fait, valait, pour toutes les choses pratiques, ce qu'était une reconnaissance de juré. Jérusalem, c'est le seul cas où on s'est amusé au contraire. Alors, moi, je crois que ce qui est très important, ce qui vient de se passer avec la conférence qui vient de se passer. Quelle est actuellement la situation dans le monde diplomatiquement vis-à-vis de Jérusalem ? Nous avons une des plus grandes puissances du monde, les États-Unis, qui clairement ont décidé qu'ils allaient reconnaître la réalité concrète sur le terrain à Jérusalem. Et notamment, ils reconnaissaient Jérusalem comme la capitale d'Israël et ils déplaçaient leur ambassade, comme cela se fait, auprès du gouvernement d'Israël à Jérusalem, sans préjuger d'un éventuel accord de paix qui aménagerait la situation. On ne préjuge pas de ça. On ne prétend pas... Enfin, les États-Unis ont appelé un chat en décembre 2017. Voilà. Alors maintenant, il y a un nombre croissant de pays qui commencent à comprendre que les positions qu'ils ont tenues pendant des années, consistant à la fois à parler d'un statut international pour Jérusalem et à une division entre l'Est et l'Ouest partagée par une frontière internationale qui serait la ligne verte, ça n'a plus de sens. Il y a un nombre croissant de pays qui commencent à dire
que ça n'a pas beaucoup de sens et qu'ils commencent à dire déjà dans un premier temps qu'ils sont prêts à reconnaître ou qu'ils reconnaissent au moins Jérusalem-Ouest comme partie intégrante d'Israël. Mais ce que nous voyons aussi avec un événement comme celui d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, la conférence, vous voulez dire la conférence internationale sur le 75e anniversaire. Ce que nous avons, c'est un bloc massif maintenant de entre 40 et 50 États qui, de facto, reconnaissent en fait que Jérusalem est le centre de l'État d'Israël et le centre du peuple juif. Donc, il y a là une évolution, une avancée en quelque sorte. Une avancée tout à fait considérable dont on ne peut que se réjouir. Et encore une fois, je crois qu'on ne peut pas ne pas être reconnaissant au président Trump d'avoir été le catalyste de cette évolution, le catalyste extrêmement courageux de cette évolution. De la même façon, je pense qu'on ne peut pas ne pas saluer le courage politique de Macron en dépit de l'incident de l'église Sainte-Anne, parce qu'il fait basculer la position française du côté de la réalité et c'est une rupture nette avec la doctrine traditionnelle du Quai d'Orsay. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on est rentré dans les nuances. On va d'ailleurs regarder l'incident Chirac, non pas pour faire doublon, mais pour poser une question justement un peu plus profonde. Quelques secondes de l'incident Chirac, il y a 24 ans, au même endroit. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is Jacques Chirac. Alors en fait, au-delà de l'incident Macron dont on vient de parler, de son précédent, l'incident Chirac, est-ce que tout cela ne nous ramène pas à l'idée fondamentale qui est fortement enracinée dans l'esprit de bien des hommes d'État occidentaux, comme vous disiez tout à l'heure, chrétiens mais souvent catholiques, que Jérusalem devrait être pas forcément une cité chrétienne, mais elle devrait, disons, pouvoir s'extraire d'une souveraineté israélienne trop affirmée. Bon, c'est la position du Vatican, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est finalement non pas une profession de foi religieuse, puisque ces présidents, a priori, ne sont pas des gens pratiquants dans le catholicisme, forcément, ou alors à des degrés divers, mais il y a quelque chose qui est un héritage du passé, parce que tous ces deux incidents sont passés devant, on le disait tout à l'heure, devant un des 4 lieux chrétiens français de Jérusalem. Il n'y a pas un atavisme, quelque part, dans cette position? Oui, enfin, écoutez, moi, je ne vais pas parler d'un atavisme, je vais parler tout simplement d'un héritage culturel et dans une certaine mesure, cet héritage doit être respecté. Tous les héritages culturels doivent être respectés, doivent être compris. On ne comprend rien à l'histoire du monde et à l'histoire de la terre d'Israël si l'on n'admet pas que la terre d'Israël, c'est la terre sainte du christianisme, si l'on n'admet pas que la notion, depuis le 7e siècle, la notion qu'il y a un devoir pour les chrétiens, qui étaient autrefois les maîtres de la terre sainte, qu'il y avait un devoir pour les chrétiens de libérer la terre sainte des musulmans qui s'en étaient emparés. Tout cela fait partie, tout cela est très profond, tout cela fait partie de la culture occidentale. De nos jours, en France et dans la plupart des pays occidentaux, on a tendance à jeter un regard au minimum critique sur les croisades. Il y a très peu de temps encore, les croisades étaient célébrées dans toutes les cultures occidentales comme un des moments les plus prestigieux de l'histoire occidentale. Et il est certain d'ailleurs que l'époque des croisades a eu une importance dans les deux sens. Ça a été aussi une importance d'influence culturelle de l'Orient, du Moyen-Orient sur l'Occident qui était tout à fait importante. Donc on ne peut pas faire comme si les héritages culturels
n'existait pas. Ensuite, il faut savoir qu'au XIXe siècle, le rapport des forces entre l'Europe chrétienne ou au moins chrétienne de culture, chrétienne de religion ou chrétienne de culture, et le monde de l'islam s'était considérablement modifié. Le monde européen et chrétien, à l'époque c'était un peu synonyme, était en position de force. Et il y a eu donc une reconquête, moins d'ailleurs par la force que par simplement le poids culturel, technologique et géopolitique, une reconquête de la Terre Sainte. Et il y a eu un refaçonnage, par exemple, de Jérusalem. Le paysage moderne de Jérusalem a été massivement redessiné par les puissances européennes à cette époque, qui ont construit des édifices partout à l'intérieur de la vieille ville, à l'extérieur de la vieille ville. Tout cela est très important et ne peut pas être facilement oublié. Même des pays qui, aujourd'hui, se prétendent, je parle de certains pays occidentaux, dont la France, se prétendent laïques, ne peuvent pas oublier tout cela. Ils doivent tenir compte de tout cela. Le problème, il est ailleurs. Le problème est-ce que le souvenir de tout cela, la reconnaissance de cet héritage culturel doit aller vers, comme ça a été le cas dans le passé, vers la négation des autres héritages culturels. Et le point important, c'est que l'héritage culturel juif, il est absolument considérable. Il est considérable parce que tout commence avec la Bible. Il est considérable parce que le monde chrétien lui-même n'a jamais entièrement prescrit dans sa propre logique les liens entre le peuple juif et la Bible. Et sous un angle un peu différent, il y a aussi à Jérusalem même une réalité qui est incontournable, c'est qu'il y a une majorité démographique juive à Jérusalem continue et qui n'a jamais été modifiée dans ses proportions depuis pas loin de 2 siècles. Donc on ne peut pas non plus faire comme si tout cela n'existe pas. La doctrine officielle et la pratique de l'État d'Israël a été à la fois d'affirmer les droits du peuple juif et de respecter les droits des autres religions, des autres cultures, des autres héritages culturels. Je pense que c'est en fait la base la plus acceptable pour une solution de paix dans la région. Alors, dernière question pour vous pousser à affiner certaines nuances. Vous notiez vous-même qu'il a fallu beaucoup de temps, et on voit comme les prémices, et plus que les prémices, avec la déclaration de Trump, reconnaissant la capitale en Jérusalem, la capitale d'Israël, et ce mouvement un peu infime de Macron, mais qui peut-être dessine un autre horizon pour la diplomatie française. Est-ce que cette lenteur de 7 décennies qu'il a fallu pour en arriver là n'est pas dû au fait tout de même justement que le retour du peuple juif sur la terre d'Israël après presque 2 millénaires d'exil aux 4 coins de la terre et le retour à Jérusalem en 67 et les années qui suivent, est-ce que ça ne touche pas, et c'est ce qui expliquerait peut-être cette lenteur qui est faite de plusieurs critères, de plusieurs éléments que vous avez bien rappelés, mais est-ce que ce n'est pas lié au fait que pour j'allais dire non pas forcément le monde chrétien, mais pour l'Église apostolique et romaine, l'Église catholique, c'est quand même difficile au niveau, je dirais, presque métaphysique, spirituel, de voir que les Juifs sont revenus et sont souverains à Jérusalem. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une des thèses qui avait été avancée en son temps, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que ça remet en question quelque part l'affirmation du Vérus Israël, du christianisme en tant que nouveau et véritable Israël, parce que là, il y a une avancée de l'histoire qui colle pas avec certains dogmes chrétiens. Écoutez, je ne sais pas si ça ne colle pas avec des dogmes chrétiens. Ça ne colle certainement pas avec une manière
de présenter la religion chrétienne qui longtemps a été dominante, mais il y avait au sein des différentes religions qui composent le christianisme, y compris la religion catholique, il y avait des visions, des approches qui étaient beaucoup plus nuancées. Il y a tout de même au cœur de la foi chrétienne la notion que le rôle, je dirais, spirituel, métaphysique, mystique du peuple juif ne peut pas s'éteindre. Il y a au cœur du Nouveau Testament des phrases de saint Paul qui sont tout à fait... Mais on parle de souveraineté terrestre des Juifs sur Jérusalem. Mais cela peut, en fait... la notion de souveraineté terrestre est très complexe, comme tout ce qui est de cet ordre par rapport à l'Église catholique. L'Église catholique, très longtemps, a eu beaucoup de difficultés avec toutes les souverainetés terrestres. Il faut bien comprendre cela. Je voudrais dire ceci, c'est que j'ai essayé de démontrer dans l'étude historique que j'ai faite là-dessus, tout simplement, j'ai essayé de rappeler les faits, les archives qui existent et que n'importe qui peut consulter, et où l'on voit que, en fait, avant même la création de l'État d'Israël, le Saint-Siège est prêt à adopter des positions extrêmement conciliantes envers la notion d'une souveraineté terrestre juive sur la Terre Sainte ou une partie de la Terre Sainte. Je voudrais rappeler aussi qu'un nombre considérable de catholiques, et quand je dis de catholiques extrêmement convaincus et fervents, ont été des amis du sionisme d'abord, puis d'Israël ensuite. Il y a eu parmi les premiers volontaires étrangers en 1948, il y a eu un certain nombre de catholiques, parfois d'officiers catholiques. Je me rappelle le cas d'un officier compagnon de la Libération qui a été volontaire dans l'armée israélienne en 1948. Il y a eu, sous la 4e République, des hommes politiques catholiques qui ont été parmi les artisans les plus déterminés de l'alliance franco-israélienne. Donc, je pense que toute schématisation dans ce domaine est abusive. Il est vrai que parfois, que souvent, il y a des pesanteurs religieuses ou culturelles qui expliquent des attitudes politiques d'aujourd'hui. C'est très important, c'est indiscutable, mais il y a toujours énormément de nuances, et si nous avons aujourd'hui des opinions qui vont dans un sens favorable, eh bien c'est parce qu'il y a eu au cœur justement de toutes les religions, et à commencer, et pour commencer au cœur de la religion, des religions chrétiennes et de la religion catholique, il y a eu des évolutions extrêmement favorables. Eh bien, merci Michel de nous avoir éclairé sur ces évolutions, parce qu'effectivement, quand on touche à la terre d'Israël, mais aussi au passé historique qui est le sien, et à Jérusalem en particulier, on doit rentrer dans les nuances. Je vous remercie pour être venu au studio Qualita. Je remercie aussi ceux qui nous ont entendus et ceux qui nous ont vus pour leur attention. À la semaine prochaine.